Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter notre vin? Oui. C'est la première chose. Ok. Donc nous chez Bouvet, on produit du crément de Loire et surtout du saumur brut, qui est l'appellation locale. Je ne sais pas si vous êtes de la région. Non. Non. Du tout. Ok. Nantes. Ah oui, oui, bon, vous êtes du Val de Pas Loire très quand loin, même. ouais. Ok. Ok. Donc nous, on fait crément de Loire et surtout saumur parce que c'est l'aire d'appellation locale. Et 100% de nos vins sont élaborés avec la méthode traditionnelle, donc qui est on va dire sœur de la méthode champenoise, mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme puisqu'on n'est pas en Champagne. Oui. Okay. Donc Bouvet, en fait, c'est une des plus anciennes maisons de bulles de Saumur. Elle a été créée en 1851 par Étienne Bouvet et Célestine Ladubé. Donc c'est le nom du mari et de la femme. Donc tous les deux, après leur mariage, ils ont acheté les 8 km de cave que je vous ai montré sur le plan juste là, qui sont à l'origine d'anciennes carrières d'extraction de tuffeau. D'accord. Et après, justement, s'ils ont racheté justement cette cave, ils avaient déjà des vignes? Alors Bouvet-Ladubé n'a jamais été propriétaire de vignes. Nous avons toujours été négociants depuis Étienne Bouvet, depuis le départ. On a toujours travaillé avec des viticulteurs du Val-de-Loire qui nous ont vendu leur récolte. D'accord, mais dès le début, il a pris ces caves pour créer justement... Oui, tout à fait, parce que les conditions sont top du top pour faire du vin. Donc on a une température de 12-13 degrés toute l'année, un taux d'hygrométrie, pas trop de lumière pour faire vieillir le vin. Donc c'est vraiment les conditions idéales pour faire et pour stocker du vin. Qu'est-ce qu'on voit là-haut alors, au premier étage sont les archives de la maison. Donc jusqu'en fin des années 90, c'était les bureaux, la partie administrative, qui maintenant se trouve de l'autre côté de la cour, dans la belle maison bourgeoise qui est sur le bord de la route. Donc maintenant, ce sont les archives. On peut aller faire un tour après si vous voulez. Ce qui est intéressant à voir, c'est ces grands meubles en chêne qui ont été dessinés par Étienne Bouvet, le fondateur de l'entreprise. Donc qui datent de 1800. Peut-être 60 et quelques. Et à l'intérieur, vous avez une collection d'étiquettes de bouteilles. Donc toutes les étiquettes de bouteilles créées par Bouvet-Ladubé depuis 1850 sont stockées dans ces meubles. Et parce que une des... j'avais pas été jusque-là, mais en 1890, donc 40 ans après le démarrage de l'activité, Bouvet-Ladubé était le plus gros négociant de tout le Val-de-Loire. Il produisait 5 millions de bouteilles à la main. Donc c'était vraiment le plus important, loin devant tous les autres. Et une de leurs stratégies marketing, c'était de personnaliser les étiquettes. Quasiment à chaque client, ils personnalisaient les étiquettes. Donc ils se retrouvaient avec beaucoup d'étiquettes différentes. Aujourd'hui, on a plus de 7000 anciennes, sans compter les nouvelles avec les changements de millésime, les changements de police, etc. On a plus de 7000 étiquettes anciennes. Donc c'est ce qui fait notre patrimoine aujourd'hui. Et donc ces étiquettes sont stockées dans ces meubles qui ont été inventés pour ça, en fait. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'étiquette de la Rosée Victorieuse, qui est la première étiquette en bichromie que Bouvet-Ladubé a éditée pour la Première Guerre mondiale, pour la victoire des Alliés. D'accord. Et cette étiquette, elle a été rééditée en 2014, donc pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc on est sur un... Alors là, c'est pas un Anjou rosé, c'est un Saumur rosé, mais on a récupéré l'étiquette pour la rééditer et la mettre sur nos bouteilles de Rosé Excellence. Ok. On a fait un petit... la police est extra. Ouais, si vous voulez en garder une. Ah oui? Ouais. Ah, chouette. C'est d'origine, hein. C'est les vrais. Alors, ce sont des turnovers, sont des machines qui servent à remuer les bouteilles après la deuxième fermentation. Parce que autrefois, ça se faisait à la main, quart de tour à la droite, avec un choc et une inclinaison progressive. Et c'est vrai que tourner 6 millions de bouteilles à la main, c'est possible. Mais c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, donc c'est pour ça que depuis 40 ans, on utilise uniquement ces machines pour remuer les bouteilles, puisqu'on peut en remuer 1000 en même temps. Il y a à peu près il y a 504 bouteilles par casier, ce qui signifie qu'on peut tourner 1008 bouteilles en même temps. Excellent. Donc ça reste mécanique. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Celles-ci sont mécaniques. En revanche, sur le site de production, on a exactement les mêmes, en plus propre et automatique. On les tourne tous les combien déjà? Alors là, c'est pas tourné aussi souvent que les bouteilles classiques, parce que finalement, le dépôt, une fois qu'on tourne la bouteille, le dépôt il met seulement 5 heures à retomber dans le fond de la bouteille. Donc là-bas où c'est automatique, ça tourne quasiment toutes les 5 heures, donc on met plus que 3 jours. Là, les demi et les magnums, on doit tourner peut-être 2-3 fois par semaine parce que voilà, c'est vraiment une production spécifique, notamment à Noël par exemple. On a besoin de plus de magnums que le reste de l'année, donc on va en dégorger une plus grosse partie. Donc voilà, là c'est un peu en fonction de la demande qu'on va s'occuper de ces bouteilles-là. Donc toujours les fûts de chêne, donc ça ce sont les plus récents qui sont arrivés le mois dernier. Ouais, ils sont tous... donc ouais, ça c'est d'euros, comme je vous disais.
On sent vraiment le bois. bois. Ah oui, Ouais. c'est... oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'au tout début, là, il y en a beaucoup, donc forcément on sent le bois. Et puis au bout de quelques mois, ça se patine un peu, puis il y a le vin qui reprend le dessus. Ouais, il y en a beaucoup là. Mm. Et l'onologue passe justement, comment ça se passe là, justement Alors le maître de chai, oui, Contrôler, passe à peu près tous les 3 mois pour contrôler si le vieillissement se passe bien. Et puis surtout aussi pour remplir les barriques, parce qu'il y a forcément un phénomène très léger d'absorption du vin par le bois. Et ce qui fait que ça se vide de pas grand chose, mais il ne faut pas du tout qu'il y ait d'air dans la barrique sous peine que le vin s'oxyde. Donc tous les 3 mois, il passe avec un petit arrosoir qui est rempli de la même cuvée qu'il y a dans les fûts. Et puis ils vont compléter au ras-bord et rajouter la bande vraiment pour qu'il n'y ait pas du tout d'air à l'intérieur. Donc la cathédrale engloutie, qu'est-ce que c'est? Simplement, ce sont 30 sculptures comme celles qu'on découvre autour de nous, qui ont été faites il y a une quinzaine d'années par un artiste breton qui s'appelle Philippe Cormand. Donc il a également façonné le musée Pierre et Lumière qui se trouve pas très loin d'ici. Et il est venu chez nous en 2001 et en 2003. Donc pendant 2 ans, il a taillé, sculpté dans la masse directement dans le tuffeau, la trentaine d'œuvres que vous allez voir jusqu'à la fin de la visite. Donc c'est très récent en fait, parce que c'est vrai qu'on dit que les caves ont été creusées à partir du fin 10e, début 11e siècle pour extraire le tuffeau. En 1851, il y a eu la création de l'entreprise, mais les sculptures, elles, c'est bien après, donc en 2000, 2001, 2003. On a l'impression que c'est des sculptures anciennes. Il n'en est rien, ce sont des sculptures récentes. Mais c'est vraiment pour recréer ce côté un petit peu vestige. Alors, il y a quand même une raison historique, hein. On n'a pas fait ça sur le thème religieux par hasard. Simplement, au XIe siècle, au-dessus des caves, à l'extérieur, il y avait une abbaye, une très grande abbaye qui s'appelait l'abbaye de la Belle d'Anjou. Et à l'époque, ce bâtiment religieux, il a été construit avec le tuffeau extrait ici, dans le sous-sol. D'accord. Donc si les caves de Bouvet-la-Dubé existent aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres y ont pris la pierre pour construire cette abbaye, qui malheureusement a été détruite par d'autres ancêtres pendant la Révolution française. Donc elle n'existe plus aujourd'hui. Okay. Enfin, il reste des vestiges quand même, mais avec un petit peu d'imagination, on peut deviner. Mais bon, elle n'existe plus en tant que telle. Donc nous, on a voulu essayer de recréer quelque chose de similaire dans le sous-sol. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec les sculptures que l'on a appelées la cathédrale engloutie. D'accord. On a fait ça pour un côté esthétique et historique aussi. Ouais. Méthode traditionnelle, donc une fois que les bouteilles ont vieilli à l'horizontale entre 9 et 24 mois, la bulle a eu le temps de se créer tranquillement. Et les levures qu'on a injectées pour la création de ces bulles, une fois que le travail est terminé, les levures, elles vont pas se dissoudre, donc elles vont venir tomber dans le fond de la bouteille. Ce qui va, on commence à le voir, former un dépôt que l'on voit très bien juste ici, dans le fond de la bouteille, que l'on appelle la lie. Donc c'est un dépôt évidemment qu'on ne peut pas laisser parce que premièrement c'est pas très esthétique et puis deuxièmement ça pourrait devenir légèrement dangereux pour la suite parce qu'à ce stade il y a plus de 6 bars de pression, 6 kilos, donc c'est quand même beaucoup. Alors le verre est fait pour résister, la capsule aussi. Mais tout de même, si on faisait le choix de laisser le dépôt beaucoup plus longtemps, la fermentation elle pourrait redémarrer et là il y aurait trop de pression, c'est sûr ça exploserait. D'ailleurs ça arrive encore, c'est rare mais ça arrive. Donc pour pas que ça arrive, dès que la lie se forme, il faut la faire sortir. Mais avant de la faire sortir, on va devoir la concentrer dans le goulot de la bouteille. Donc pour ça, on utilise la fameuse technique du remuage qui se faisait manuellement autrefois. Donc comme on l'a évoqué avant, c'est plus le cas chez Bouvet depuis 40 ans. Mais lorsque c'était manuel, voilà comment ça fonctionnait. Donc les bouteilles étaient entreposées à l'horizontale sur des pupitres. Et donc tous les jours, pendant 1 mois, on devait tourner chaque bouteille d'un quart de tour avec un choc et une légère inclinaison. Donc le fait de faire ça tous les jours pendant 1 mois, et bien au bout d'1 mois, la bouteille elle se retrouvait quasiment la tête en bas, avec le dépôt dans la capsule comme ici. Vous voyez, on ne voit plus rien, tout est arrivé là. Donc technique très bonne, très efficace, mais un petit peu longue et puis surtout un peu contraignant, je suppose, pour ceux qui devaient le faire. Parce qu'un bon ouvrier au remuage, il pouvait tourner jusqu'à 50 000 bouteilles par jour. Ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça qu'il y a 40 ans, on a décidé de s'équiper de ces machines qui permettent d'effectuer le même mouvement mais beaucoup plus rapidement puisqu'on tourne, comme je vous l'ai dit, à peu près 1000 bouteilles en même temps. Donc la cadence, elle est accélérée. Donc ça, c'était la partie remuage, mettre toutes les bouteilles sur pointe pour concentrer le dépôt dans le goulot. Une fois que c'est fait, maintenant, il faut faire sortir le dépôt, si possible, sans perdre tout le vin qui est à l'intérieur. Donc pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle le dégorgement à la glace, qui va consister à plonger juste cette partie du col de chaque bouteille dans une solution à moins 25 degrés pendant 10 minutes. C'est une sorte d'azote liquide qui va permettre de former un bouchon de glace qui va lui-même emprisonner le dépôt qu'on a concentré juste avant. Lorsque le temps est écoulé, on ressort la bouteille, on la retourne
Là, ça marche pas, c'est pas glacé. Oui. Mais on imagine que si c'était glacé, on enlèverait la capsule et avec la Ouais, pression, le bouchon de glace ouais. sortirait et la bouteille serait libérée de son dépôt. Ok. Tout simplement. Super. Pour faire un vin brut, tout ça à la fin du processus avant de boucher la bouteille, pour un brut, on peut ajouter entre 5 et 15 grammes de sucre par litre de vin. Pour un demi-sec, c'est entre 35 et 50 grammes de sucre par litre de vin. C'est vrai que d'une maison à une autre, ça peut paraître plus ou moins sucré parce que la fourchette est large. Alors après, nous, on a d'autres dosages. On a la cuvée brut zéro, qui est donc un extra brut, non dosé, où là, on n'a pas ajouté de sucre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais du coup, ça marche plutôt bien par les temps qui courent. Oui. On a aussi des vins qui sont secs, et on a l'Antarctique, qui est la dernière cuvée que nous avons créée, qui est un dosage qui ne peut pas se traduire, qui s'appelle Rich en anglais. Donc c'est pas vraiment un sec ni un demi-sec, c'est entre les deux. Et les premiers champagnes étaient dosés avec ce dosage justement. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on a recréé une cuvée qui se sert sur glace. Je vous présenterai le cocktail après. Et le taux de sucre fait que voilà, on n'est pas trop, c'est parfait. Le dosage est parfait. Et donc il y a une légende chez Bouvet-la-Dubé. Parce que, alors, je vais commencer par les vins, vous comprendrez mieux ensuite. On a une partie de nos vins qui ont des noms de pierres précieuses. On a le saphir, le rubis, le trésor, le taille princesse. Donc souvent les gens nous demandent mais pourquoi vous avez donné ces noms à vos vins? Eh bien parce que chez Bouvet on a une légende qui raconte que lorsque l'abbaye au-dessus a été détruite, les moines qui y vivaient, ils auraient caché un trésor en dessous, donc dans nos caves. On l'a pas trouvé. On a cherché. Je pense que c'est peut-être pas qu'une légende, mais les gens du village ont vraiment cherché. Il y a des gens qui se sont perdus parce que aujourd'hui les 8 km de cave sont fermés, mais autrefois tout était ouvert partout. Ouais. Donc il y a vraiment des gens qui se sont perdus. Personne n'a jamais trouvé le trésor. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous pour rappeler cette légende, on a préféré donner à nos vins des noms de pierres précieuses.